Merci, mesdames, merci, monsieur, de votre présence. Alors, on a vu tout à l'heure avec Bernard Farinelli un exemple concret, le bocage, qui permet à la fois de faire un constat, mais de donner ses propositions. Qu'est-ce qui peut marcher à partir de quoi des exemples concrets, mais également au travers de ces exemples, votre vision. Merci. Sylvie Monnier, de venir témoigner à la fois de votre action dans la mission Auvergne, mais de tout ce que vous faites dans le domaine des arbres, dont vous êtes une spécialiste de l'agroforesterie, de votre vision de ces territoires. Déjà, dans les propos que vous entendez depuis ce matin, vous vous reconnaissez Oui, oui, complètement. Enfin, je travaille donc en Auvergne, qui est un territoire effectivement encore très agricole et où l'arbre est très présent et où, eh bien, de plus en plus, pour pique-niquer entre midi et 2, on a du mal à trouver une boulangerie ouverte. C'est une des problématiques. Donc oui, la ruralité, elle est clairement là. Et sur la thématique de l'arbre, on est clairement sur un paysage qui s'est banalisé. Le bocage est quelque chose qui est très peu considéré. On est très peu d'acteurs au niveau national à agir concrètement dessus. Et on a beaucoup de citoyens pour qui c'est banal. C'est banal pour l'environnemental, c'est banal au niveau forestier, c'est banal au niveau agricole. Et finalement, qui s'en occupe, comment on travaille dessus, alors que c'est essentiel. Pourquoi ça? Parce que dans la hiérarchie des questions, enfin, je ne sais pas si on peut établir une hiérarchie des problématiques du paysage, mais il y a des espaces pour lesquels les citoyens sont sensibilisés naturellement, mais l'arbre et le bocage n'est pas quelque chose qui remonte prioritairement. Non, 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 jamais. Enfin, la preuve, est dans quel ministère devons-nous mettre le bocage? Est-ce à l'agriculture? Est-ce à l'environnement? À l'agriculture, est-ce dans le paysage, dans la biodiversité, dans l'eau, dans le carbone, dans la productivité agricole, dans le changement climatique? Où est l'arbre? Et c'est une vraie question. La même question se pose de la même façon dans le ministère environnement. On n'a pas d'endroit où est l'arbre vraiment, où est présent. Il n'y a pas d'administration de tutelle en charge de l'arbre. Aujourd'hui, c'est des initiatives citoyennes issues des territoires, et c'est les territoires qui aujourd'hui portent les actions sur le bocage au niveau national. Aujourd'hui, la dimension nationale commence à arriver, mais tout ce qui est terrain, c'est porté par le local et par les ruralités. Donc l'arbre est oublié des politiques publiques, et c'est le relais associatif qui en fait sa défense et sa promotion. Tout à fait. Alors, vous qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous passionnez? Il y a quand même une structure qui va vous permettre d'avoir une dimension professionnelle et sociale dans le cadre d'une association. Oui, nous travaillons donc à l'échelle d'une association qui œuvre en faveur du bocage. À l'initiative de cette association, vous avez des élus motivés sur cette thématique-là. Vous avez des chasseurs, vous avez des agriculteurs, vous avez des environnementalistes qui ont permis la création d'une association technique, parce qu'on est vraiment au service des gestionnaires du bocage, que sont les agriculteurs. Donc comment on travaille avec le monde agricole pour qu'ils se réapproprient leur bocage et indirectement avoir des actions qui soient bénéfiques et durables. Donc dans la durabilité, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect économique et il y a l'aspect environnemental et social. Mais avec les interrogations sur la protection de l'environnement, ce que représente dans le monde la forêt, l'arbre, ces enjeux, est-ce qu'on assiste à une prise de conscience progressive, oui. Oui. Progressive, mais lente. Oui. Enfin, Mais dès que vous faites des actions sur ce sujet-là très concrètes, en général, ça prend, et ça prend bien. Et on avait quelques exemples pour montrer ce lien entre paysage et bocage, et montrer que ça fonctionne bien dès lors que c'est vraiment un sujet technique sur lequel il y a des moyens, de l'ingénierie et une expertise sur le territoire. Alors, quels exemples? J'en avais plusieurs. Alors, j'avais éventuellement une ou deux diapos, mais ça ne marche pas non plus. C'était du PDF, oui, c'est ça. Ça avait été envoyé par mail hier. C'est celui-là. Voilà, donc il n'y a que 4 diapos, ça va aller vite, mais ça illustre des propos. Et sur l'arbre, j'aime bien mettre des photos parce qu'on a tous notre image de l'arbre ou du bocage ou des agroforesteries en fonction des territoires où on est. Première illustration entre une synergie entre paysage et bocage. Alors, j'oublie juste de présenter, je vais parler pas uniquement au titre de la mission Auvergne, je vais parler surtout au titre de tous les acteurs qui sont fédérés au sein de l'association française Arbres champêtres et agroforesterie, qui a une dizaine d'années et qui a pour vocation de fédérer les 200 acteurs au niveau national qui travaillent sur ce sujet. Alors,
Alors j'ai commencé par parler de haies basses, le temps que effectivement les photos arrivent. Voilà. Alors la haie basse, on en a dans beaucoup de territoires et dans certains territoires, on revendique même une identité de haie basse. Mais c'est un modèle qui, au niveau paysager, est un modèle qui finalement est relativement récent. Il y avait traditionnellement des cycles de culture de petites branches, donc de taille au carré des haies, mais surtout partout, il y avait aussi des cycles de gros bois où on faisait pousser les haies. Donc dans tous les territoires, il y avait des haies basses et des haies hautes, et il y avait un vrai intérêt économique. Ce modèle de haie basse qu'aujourd'hui on revendique dans certains territoires effectivement comme identitaire, c'est un modèle qui est très lié à l'épareuse que vous voyez travailler. Mais l'épareuse, c'est effectivement un outil qui a 40 ans, mais en 40 ans, on oublie qu'il y a 40 ans, on n'avait pas l'épareuse et qu'il fallait tailler à la main. Et quand on taillait à la main, on avait du coup des diversités de bocage très différents. Cet entretien à l'épareuse, il est très coûteux en temps et très coûteux en gasoil, et il ne produit rien. Donc aujourd'hui, il n'est pas durable. Par contre, il rassure par rapport à des contrôles de la PAC, où il ne faut pas que les haies soient trop larges, il ne faut pas que les arbres soient trop grands, il ne faut pas qu'il y en ait trop à l'hectare. Donc on maintient, on maîtrise. Et puis on se dit que par rapport à la production agricole, effectivement, il n'y aura pas de souci. Mais c'est un modèle qui, quand on discute avec les agriculteurs, n'est pas tenable sur le long terme. Dans l'Allier, avec 22 km de haies taillées au carré, c'est 1 mois et demi de travail par an au tracteur. Donc c'est beaucoup de travail, on ne peut pas le maintenir. Du coup, on travaille sur comment faire évoluer ces haies basses qui sont culturelles à des haies hautes qui, elles, pourront rentrer dans un cycle de récolte et répondre à des vrais enjeux agroécologiques, notamment en termes de changement climatique, brise-vent, ombrage, protection des cultures, protection des animaux, etc., et qui sont aujourd'hui essentiels. Donc là, avec un discours technique, on arrive à transformer ce modèle économique peu durable en un modèle où on va mixer des haies basses et des haies hautes, et puis les filières bois-énergie vont nous aider à développer tout ça. Deuxième illustration en termes d'évolution de paysage. Je vais vous présenter mon arbre préféré du bocage, qui est l'arbre tétard, trogne, ragos, il y a plein de noms en fait. Selon tous les territoires où vous intervenez, il y a un arbre tétard. En France, c'est l'arbre du génie paysan. Pendant des siècles, les paysans ont taillé les branches de ces arbres, souvent tous les 3 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans. Chacun avait sa spécificité et chaque arbre est beau dans son territoire. Vous avez, quand vous intervenez dans des lycées agricoles et que vous mettez le frêne émonde du Cantal, que vous le présentez dans le Puy-de-Dôme, les jeunes Puy-de-Dômois disent celui-ci n'est pas beau. Et à l'inverse, vous présentez le frêne tétard du Puy-de-Dôme à des Cantaliens, ils trouvent qu'il n'est pas beau. Donc il y a bien une identité paysagère, et ces arbres sont des arbres extrêmement banals, qu'on a un peu oubliés, mais qui, au croisé d'un chemin, sont des formes torturées, particulières, qui créent complètement une identité. Et là, clairement, c'est des identités, c'est des mots, c'est des noms de hameaux, et il y a vraiment quelque chose dessus. La difficulté, c'est qu'entretenir ces arbres, qui ont été oubliés depuis 1950, donc vieillissent, il y a des grosses branches, on a raté un cycle de récolte, certains, on ne pourra pas les remettre en production, et puis, on a une autre difficulté, on a réussi au niveau production à relancer. On a même réussi, en calculant, à se rendre compte que l'arbre tétard produit 3 à 10 fois plus qu'un arbre normal, en croissance libre. C'est incroyable, c'est-à-dire cet arbre est éternellement jeune. Chaque fois qu'on lui coupe toutes les branches, il pense qu'à une chose, c'est repousser vite pour retrouver sa taille adulte. 3 à 10 fois plus producteur de biomasse. L'arbre le plus producteur de biomasse, le plus efficace en termes de carbone, c'est lui. Et derrière, ça veut dire relancer des filières bois-énergie, des filières fourrage aussi. On a des années de sécheresse compliquées, on coupe les branches, c'est mangé, derrière on déchiquette, et puis on peut utiliser ça sous plein de formes différentes, sous forme de bois-énergie, de litière, etc. Mais cet arbre-là, il fallait trouver les machines. On les a trouvées. Maintenant, on a des grosses pelleteuses qui arrivent avec des gros grappins et qui vous coupent toutes les branches. Donc on a pu relancer ces cycles de récolte. Les agriculteurs répondent présents quand vous présentez cette productivité parce que ça parle, parce que le modèle économique est intéressant. Par contre, notre principale opposition, c'est les gens qui viennent de la ville et qui reviennent dans les campagnes. Donc c'est les néo-ruraux pour qui c'est un massacre. L'arbre a mal, on lui fait du mal, et il y a un souci, c'est pas possible de faire des plaies pareilles, alors que c'était un arbre traditionnel et qui avait énormément d'intérêt en termes de biodiversité, etc. Et ce lien est amusant, parce que finalement, c'est quelque part une mode de l'arbre libre en ville qui s'impose comme un modèle qui n'est pas acceptable pour nous. On s'est fait engueuler, mais vraiment très fortement, par des gens qui ne comprenaient pas qu'on ait remis 50 arbres tétards. Pour moi, c'était un challenge. Au niveau Natura 2000, on paye les agriculteurs pour refaire des arbres tétards. Nous, sur le plan économique, on avait réussi à relancer la culture et on nous
nous engueulaient parce que c'était un massacre. Bernard Farinelli, avec son association, a fait une intervention grand public sur l'arbre tétard. Au premier rang, les gens étaient prêts à se battre en disant c'est beau, c'est pas beau, on n'aime pas. Sauf que c'est un arbre qui est intéressant, mais ça, c'est clairement un arbre identitaire sur lequel on peut faire des choses. On a des collègues dans le Puisaye qui vont créer une application mobile où est ma trogne et ils vont localiser les trognes du bocage avec leur smartphone pour essayer de créer une identité. Et sur cet arbre-là, il y a vraiment des choses à faire. Autre illustration, c'est la notion de filière bois-énergie, alors qui peut être très bénéfique au bocage. On relance la culture de l'arbre, on réintéresse le monde agricole à l'économie de l'arbre. Et effectivement, les modèles qu'on a suivis sur nos chantiers montrent qu'on est aussi compétitif avec des chantiers bien raisonnés que des chantiers forestiers. Donc l'arbre bocager a une place économique réelle. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe aucune réglementation qui nous garantisse une gestion durable. Quand une pelleteuse 24 tonnes arrive avec son gros grappin coupeur, il peut couper l'arbre au pied comme il peut ébrancher les branches. Donc l'arbre tétard peut être ou massacré, ou au contraire remis en cycle pour une gestion durable. Et aujourd'hui, on manque encore de protection par rapport à ça. C'est pour ça qu'au niveau national, on lance avec notre association, la FAC Agroforesterie, un label bois bocage géré durablement qui permettra aux collectivités et aux privés qui ont des chaudières à plaquettes de demander et d'exiger une bonne gestion durable de nos bocages. Ces filières bocagères sont vraiment pour nous une entrée qui va nous permettre aussi de sauver le bocage à condition que ce soit bien fait. Autre illustration, alors oui, j'ai oublié de dire, on met les vaches sur plaquettes de bois pour plus acheter de la paille. En Auvergne, on achète beaucoup de paille, donc on a décidé de découper les branches en plaquettes et les vaches sont dessus, et ça se passe très bien. Avant-dernière illustration, c'est les communes. Les communes et leur bocage sont très attachés à leur bocage. Bernard en parlait tout à l'heure. C'est clair qu'aujourd'hui, les communes nous appellent. Dès que quelqu'un a remis toutes les haies de l'exploitation taillées au carré sévèrement, dès qu'il y a eu une grosse coupe, dès que 70 chênes sont tombés, on nous appelle, on nous dit comment on peut faire pour préserver le bocage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut sauver le bocage, il faut le protéger. Et on n'a pas toujours les solutions. Aujourd'hui, on ne peut pas protéger le bocage. Il n'y a pas de protection officielle, à part dans un PLU, où on peut classer le bocage, mais on trouve, nous, que c'est pas très durable parce que... Ah, c'est pas ce que vous prônez? Non. Non, parce que c'est souvent conflictuel. On oppose les agriculteurs qui considèrent ça comme une ingérence en propriété privée. Donc c'est un passage en force qui, pour vous, à terme... Disons qu'on recrée de la crispation sur quelque chose, alors que c'est pas forcément la solution. Du coup, on décline d'autres outils. La première chose, c'est de planter et de se réapproprier ce bocage qui est banal. Planter du noisetier, c'est banal. Vaut mieux mettre un arbre ornemental qui fait des fleurs, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel on se heurte au quotidien. C'est pour ça que travailler avec les élus et leur dire simplement quel est l'arbre identitaire de votre commune. Ah ben c'est le châtaignier, c'est le tilleul. Ah puis tilleul, on a des vieux tilleuls de Sully sur la place. Ah oui, c'est joli. Ah ben le cormier. Ah ben tiens, on savait pas que c'était un arbre rare. Le néflier. Et derrière, dire à ces communes, récoltez vos graines, confiez-les à des pépinières locales, des pépinières forestières, et créer des petits arbres. Et on a plusieurs élus qui aujourd'hui, pour une naissance, pour un mariage, pour des nouveaux habitants, offrent un arbre. On en a même certains qui vont plus loin, même pour le tournoi de boules, au lieu de donner une coupe, ils donnent un arbre. Mais l'arbre identitaire de la commune. Indirectement, aujourd'hui, à Morse, donc dans le sud-ouest du Cantal, vous arrivez sur Morse en descendant et vous avez un lotissement années 70. Et là, vous voyez des châtaigniers qui commencent à être grands. Les châtaigniers, c'est juste 20 ans, la communauté de communes offre un arbre par enfant à chaque naissance. Et donc depuis 20 ans, il y a des petits châtaigniers qui se poussent, sauf qu'au bout de 20 ans, l'enfant est grand, il est parti, mais aujourd'hui l'arbre est là, et vous avez des châtaigniers énormes dans des lotissements, et mais vous créez directement un paysage. Donc dans cette réflexion de finalement, votre patrimoine est banal, il y a des techniques que les élus peuvent s'approprier, et c'est là où je mets aussi un label végétal local qui est en cours, qui vient de sortir, qui permet de se réapproprier la graine et les essences locales. Autre situation aussi, systématiquement, je dis aux élus, est-ce qu'il y a possibilité d'installer une chaudière bois déchiqueté sur votre commune? Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Si c'est possible, allez-y, on vous trouvera la ressource. On réunit les agriculteurs, en général en lien avec des CUMA, et on trouve les 4 ou 5 agriculteurs capables, à partir de leur bocage, d'apporter une énergie de proximité. Ça permet de remettre aussi de l'argent en circuit court, et ça permet, sur le long terme, de permettre un dialogue entre le maire et les agriculteurs, parce qu'il y a un lien économique. On peut discuter la coulée de boue, on peut replanter le bord de chemin randonnée, parce qu'il y a ce lien économique. Et ce lien économique, à travers des chaudières et à travers des filières de proximité, est important. Et puis, autres endroits où il n'y a plus d'arbres.
et où les agriculteurs n'en veulent pas, dans nos plaines céréalières notamment. Nous, on travaille beaucoup avec les communes qui ont des talus. Après un remembrement, les talus appartiennent aux communes en général, le bord des chemins. Donc sur ces talus, si c'est assez grand, on apprend juste à l'employé de commune à lâcher les pareuses et laisser pousser naturellement et se réembocager ces talus du bocage. On arrive très rapidement à réduire les problèmes de coulée de boue, limiter les problèmes de pollution et refaire du paysage. Donc ça, c'est de nouveau des choses sur lesquelles les communes peuvent intervenir. Et je termine par une dernière diapo. Donc ça, c'est des illustrations. Une dernière diapo. Sur lequel je vais vous tendre plutôt la main à vous, Association Nouvelle Ruralité. C'est le lien extrêmement fort entre PAC, paysage et bocage. Jusqu'en 2015, on pouvait arracher les arbres. C'était autorisé. Depuis 2015, les haies ne peuvent plus être arrachées, mais les alignements d'arbres et les arbres isolés peuvent toujours être arrachés, sans demander d'autorisation. C'est possible. Aujourd'hui, on a besoin encore de faire évoluer ça pour arriver à préserver le bocage dans sa globalité, dans sa particularité. On fait, à travers notre association et notre structure de terrain, plein de remontées nationales très techniques, très concrètes. On est sur les mots, sur des petites modifications, mais on a besoin d'être accompagné et d'être porté pour permettre cette évolution-là et faire en sorte que nos bocages se préservent et puissent se développer. Voilà, donc je terminais là-dessus. Eh bien, merci Sylvie pour cette remarquable synthèse et cet appel à remplir la feuille blanche. Kétionnel, on a vu l'arbre identitaire. Est-ce que la pierre sèche est identitaire? Je demanderai d'ailleurs à Martin de réagir. Le technicien arrive. Vous souhaitez une réaction? Non? Est-ce que le pierre sèche est identitaire? Je crois que ça marche, oui. Oui, bien sûr, il y a des paysages identitaires. Pierre sèche, je pense que ça se complémente assez bien avec la présentation de Sylvie. On est sur du bois vivant et puis sur les pierres. Même question, vous démarrez comment, vous, pour vous passionner pour la pierre sèche? Vous êtes dans un territoire, la Lozère, où ces pierres sèches disparaissaient? Oui, alors évidemment, les Cévennes, c'est un territoire identitaire par rapport aux pierres sèches. Les Cévennes, mais c'est pas que, les pierres sèches est partout en fait. Les pierres sèches est partout où l'humain avait besoin de modéliser son paysage pour y vivre. Donc les Cévennes, tout comme la Bretagne, par exemple, avec les bocages lithiques, parce que c'est les haies au mur, mais et tout comme les Pyrénées ou les Alpes ou le Corse où il y a des soutènements routiers. Donc, okay. C'est bon. Je peux y aller alors. Donc le pierre sèche, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on est à Paris, et je me suis rendu compte en fait, en faisant un petit peu des colloques, parfois que les gens ne savaient pas trop ce que c'était la pierre sèche ou avaient une idée un peu différente de la pierre sèche que le nôtre. Et qui pensaient qu'on pouvait avoir la pierre apparente dans une mur avec un petit peu de béton derrière, c'était pas grave, c'est la pierre sèche. En fait, la pierre sèche est une technique ancestrale, très ancienne, qui se trouve partout dans le monde où l'homme avait besoin de travailler le paysage pour y vivre et pour traverser pour créer des chemins, des voies de communication. Et c'est une mode constructive qui n'a aucun lien entre les pierres. Donc il n'y a pas de chaux, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de terre. Il n'y a rien entre les pierres, c'est un mode constructif d'agencement de pierres qui est très ancien, mais qui est tout à fait contemporain et qui a eu un petit peu une essor ces derniers 20 ans parce qu'on revient sur la notion de l'environnement, justement, de la biodiversité également, mais aussi on retrouve un peu les techniques, le partie technique de ce mode constructif. Ah, il n'y a rien qui apparaît, attendez, je vais... Voilà. Donc là, vous voyez, évidemment, les pierres sèches, les terrasses, tout le monde a ça en tête, mais pas que. Il y a aussi des escaliers, des ouvrages bâtis comme des capitelles qu'on trouve partout dans le sud de la France, partout aussi dans les Pyrénées. Et aujourd'hui, il y a aussi des pierres sèches contemporains. Donc là, je ne sais pas si vous voyez en haut, ce n'est pas plein écran, mais je ne sais pas si ça peut l'être. Non, apparemment pas. Mais c'est le diapo, celui-ci, je ne sais pas s'il y a un pointeur non plus, non. À côté des terrasses, c'est des murs qui sont très hauts, qui sont 3 ou 4 mètres d'eau, qui sont autour d'une villa et qui sont en courbe. Donc ça demande un haut niveau de technicité de la part du bâtisseur.
Également dans le mur, il y a un dessin. Donc là, c'est un site qu'on amène parfois des paysagistes conseils, parce que tout autour de cette villa, il y a beaucoup d'ouvrages un peu spectaculaires, un peu contemporains, très artistiques. On voit juste en bas une fondation rocheuse granit, c'est un mur très ancien sur le mont Tegual, où en fait l'homme, avec toute son intelligence, a bâti sur la fondation. Et aujourd'hui, on regarde ça avec nos yeux, on dit mais c'est remarquable et c'est beau. Et est-ce que cette personne, il y a 200 ou 300 ans, a considéré qu'il faisait quelque chose de beau? Je pense que certainement oui, mais souvent quelque chose de très utile d'abord. Il avait besoin, le pierre sèche, il avait une utilité fondamentale. Aujourd'hui, on peut aussi créer avec ça. Alors pourquoi je vous amène à tout ça? C'était aussi la notion de réseau et d'emploi et d'économie. Parce que, j'espère que ça vient. Voilà, dans les années 2000, en fait, des artisans se sont rencontrés avec un appui du Parc national des Cévennes. C'est des artisans du sud de la France, mais surtout les artisans des Cévennes qui ne se connaissaient pas entre eux. Ils travaillent ensemble depuis 16 ans aujourd'hui pour développer cette filière pierre sèche sur le côté économique, pour transmettre leur savoir-faire. Donc on a créé une école professionnelle de la pierre sèche en Cévennes, qui a ouvert ses portes sur ce lieu en 2015, mais en fait qui existe depuis 2006, mais partout en France. C'est une école itinérante et fixe, avec 2 formations qualifiantes qu'on a également coordonné la création au niveau national. C'est le certificat de qualification professionnelle, ouvrier professionnel en pierre sèche et compagnon professionnel en pierre sèche. Et l'ouverture du président de la CNAM ce matin, c'était important parce que, en fait, ce métier ancien qui a toujours existé, aujourd'hui, et là je reviens aussi sur les normes, ne pouvait pas se faire reconnaître et qui attirait beaucoup de jeunes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas travailler s'il n'y avait pas une sorte de qualification ou quelque chose de reconnaissance du métier. Donc on avait un petit peu, l'association Abbé Pierre essaye d'identifier qu'est-ce qu'il y a des besoins pour le développement de ce métier, de cette filière, donc qualification nationale, aussi des normes type les règles professionnelles qui ont été publiées. Donc on a travaillé avec des grandes écoles d'ingénieurs de génie civil pour créer des abacs de dimensionnement des murs. Alors évidemment, pour certains bâtisseurs, c'est un non-sens parce que les murs existent depuis 200 ans, 300 ans, s'ils sont bâtis correctement, 500 ans pour certains, même des murs très très hauts. Alors pourquoi on a besoin aujourd'hui de prouver que ça marche? C'est parce que l'argent public, pour développer ces paysages, pour les maintenir, et il y a beaucoup de murs qui appartiennent à la collectivité, c'est un bien public, mais les élus sont très réticents à le reconstruire parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Donc on avait besoin de faire tous ces éléments. Aussi la garantie décennale. Alors pour les artisans qui bâtissent en pierre sèche, c'est d'une ridicule. Une garantie décennale, 10 ans, ça veut dire quoi? Mais sans la garantie décennale aujourd'hui, certains donneurs d'ordre prescripteurs publics et privés ne demandent pas la pierre sèche, ne croient pas. Et donc il y avait tout ce travail à faire de normalisation, même si ça va contre peut-être l'idée de certains qui veulent être libres, bâtir les terrasses. Si aujourd'hui on parle de soutènement routier, les ingénieurs de génie civil se sont intéressés à la question parce que 20% du réseau national routier est encore en pierre sèche. Et donc les ingénieurs d'État se demandaient finalement, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pourquoi on injecte du béton? Peut-être c'est pas ça la solution. Pourquoi on cherche à détruire les anciens murs pour remettre les murs avec du béton? Peut-être c'est pas ça la bonne solution. Peut-être le mur de soutènement aujourd'hui, si on reconnaît ses capacités filtrantes, doit être rebâti en pierre sèche. Et donc ils ont commencé une série de tests qui se trouvent donc dans cet ouvrage. C'est tout un travail en fait de développement d'une filière qui se structure pour permettre aux jeunes aujourd'hui de devenir formés, diplômés, travailler dans ce métier. Donc le paysage se reconstruise ou se construise parce qu'il y a beaucoup de créations aujourd'hui sur ce métier. Aujourd'hui, il y a par exemple 156 ouvriers professionnels en pierre sèche qualifiés qui travaillent dans les entreprises. Il y a 13 compagnons professionnels en pierre sèche qui sont vraiment, on peut dire, des bâtisseurs avec une très haute technicité qui peuvent intervenir sur les monuments historiques ou sur des murs très très hauts, sur les ouvrages complexes.
Et un travail qui fait le réseau ABPS, qui est un réseau d'artisans professionnels, c'est d'accompagner un peu tout ça. Également les prescripteurs avec des conseils, mais également les jeunes qui veulent s'installer. Donc il y a une sorte de tutorat entre les artisans les plus anciens et les jeunes qui se forment, qui se qualifient. Donc il y a un parrainage qui se passe. On travaille beaucoup avec des donneurs d'ordre public sur les conseils sur les CCTP, parce qu'il n'y a pas un allotissement du marché souvent. Donc on va mettre dans un grand marché de maçonnerie toutes les TP ensemble, sans séparer le lot de la pierre sèche, qui demande une technicité, une spécificité. Et si le donneur d'ordre, l'élu, va donner le marché au moins 10 ans, souvent on se trouve, le pierre sèche, il passe à la trappe, et puis il y a beaucoup de béton dans le pierre sèche, et ce n'est pas du tout conforme à ce qui était convenu au départ. Et donc nous, on travaille en amont par rapport à ça. Aussi, encourager les entreprises qui sont souvent des travailleurs indépendants ou avec 1 ou 2 salariés, donc vraiment des tout petites entreprises, à se regrouper à travers le réseau, justement un réseau très dynamique, au lieu d'être compétitifs ensemble, où il y a une compétitivité saine, il y a une complémentarité. Donc quand il y a un marché conséquent, il peut y avoir un groupement momentané d'entreprises qui se crée pour ce marché avec des jeunes et moins jeunes artisans qui mettent en commun leur capacité d'agir. J'avais voulu vous montrer, par exemple, alors, juste ici, j'ai 3 minutes, des images. Là-haut, il y a tout à fait à droite, avec un homme qui marche à côté du mur, il y a un soutènement routier à Felletin dans le Creuse, qui a été conçu par un groupement momentané d'entreprises, sur lequel beaucoup de jeunes artisans ont travaillé avec les plus expérimentés. Ça a été utilisé comme exemple par l'École nationale des travaux publics de l'État, qui font une sorte de monitoring, parce qu'avec les véhicules qui passent au-dessus, on veut voir dans les années à venir comment les pierres bougent, comment ils agissent. Donc ça fait partie d'un test scientifique au niveau national. Il y a aussi autre chose, les 2 diapos à gauche, c'est dans l'Aveyron, c'est un chantier qui est encore monument historique sur une butte, un monument historique qui est assez visité avec 7000 visiteurs par an, payants. Le but est les anciennes terrasses complètement laissées à l'abandon. Les collectivités ont souhaité refaire les terrasses pour installer 2 agriculteurs avec une forte valeur ajoutée sur que ce soit le miel ou le maraîchage bio sur la production. Encourager donc 2 familles à venir s'installer. On a réalisé un diagnostic de cette chantier qui était assez difficile parce que l'accès, la pierre locale, Agenda 21, Natura 2000, monuments historiques, enfin il y avait un ensemble de facteurs. C'est un projet qui a été porté aussi par la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Donc c'est très intéressant aussi par l'EDF, donc partenariat privé-public, élu avec l'argent de la région, de l'État aussi, pour l'installation de 2 agriculteurs. Et à travers, il y a un sentier communal, donc ils ont aussi un projet touristique. Enfin, c'est juste un petit exemple de quelque chose de très transversal finalement, et sur lequel il y a 8 bâtisseurs qui travaillent, pas toujours les mêmes, et ceci pendant 3 mois. Donc il y a un lieu aussi d'expérimentation, d'apprentissage qui se trouve sur ce lieu. Autre petit exemple, une école sur le mont Lozère, en Cévennes, donc ce bâtiment neuf là, avec une portail. Alors les élus ont souhaité créer une annexe à leur portail pour soutenir le portail de l'école en pierre sèche, parce que leur montagne sur laquelle l'école est située, le nouveau bâtiment, est une zone de contact entre le schiste et le granit. C'est pas très loin de l'école de la pierre sèche, donc le berceau un peu des artisans ABPS. Ils voulaient mettre ça en exergue avec le montagne derrière pour faire approprier aux parents et aux enfants cette technique, et aussi la roche. Donc ça, c'était très intéressant. Et l'ouvrage, qui est assez petit et hautement technique, c'est un ouvrage contemporain, et ça a fait un peu approprier l'école, qui est un bâtiment quelconque, neuf, avec une cour en goudron devant. Il y a la pierre sèche, et c'est un sorte de défi aussi, parce que la pierre sèche, il fallait il n'y a pas de cale, que les enfants ne peuvent pas aller chercher les pierres là dedans, qu'ils ne peuvent pas bouger les pierres. Donc ça aussi, c'est un élément qui va être testé sur les années en chantier de référence pour les règles professionnelles.
Donc je voulais vous montrer juste quelques exemples. Il y a beaucoup d'exemples privés, des jardins, des agréments, mais il y a un marché en forte évolution en ce moment, mais en évolution seulement si les artisans travaillent ensemble, si on a des normes qui nous permettent d'agir comme levier sur le marché et si les donneurs d'ordre se trouvent en confiance. ABPS coordonne également, je fais un petit pas à côté, mais c'est intéressant, je pense, pour cette colloque, sur les filières sœurs à la pierre sèche, qui sont les filières Loz et les filières aussi d'artisans carriers. Parce que sans la pierre locale, on ne peut pas travailler ni sur la Loz ni sur la pierre sèche de façon correcte. Et les artisans carriers, qui sont le maillon intermédiaire de ces deux filières, et essentiels, sont en train de disparaître avec le grand lobby des carriers qui font des agrégats, qui font du gravier, qui achètent un peu les droits sur les petits carriers, qui travaillent, eux, avec un certain savoir-faire. Et je pense aussi, je fais un appel à l'association de travailler un peu aussi sur ce sens-là. Quels sont ces métiers qui sont nécessaires au maintien d'un paysage peut-être identitaire, oui, avec des jeunes qui viennent travailler là, donc il y a un relève, il y a vraiment un savoir-faire, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par ces métiers, mais qui sont considérés parfois comme métiers pénibles. Alors moi, je fréquente beaucoup de bâtisseurs et ça me fait un peu sourire des fois parce que ce sont évidemment des métiers pénibles. Mais des fois, moi, j'ai le téléphone là, je suis très stressée, je suis sur l'écran de l'ordinateur et j'ai des deadlines et je ne dors pas. Et là, je vois les bâtisseurs qui arrivent sales à la fin de la journée, certes, avec, si on peut appeler sale, c'est la poussière, fatigués, ils ont travaillé toute la journée, mais ils sont solaires. Ils sont rayonnants et ils sont assez exceptionnels, c'est remarquable. Et c'est la même chose que je trouve chez les carriers qui ont vraiment une mauvaise réputation, comme des ours au fond de leur trou, qui veulent voir personne, qui font peur. Et en fait, j'étais avec un carrier dernièrement qui m'a dit, il a mis le poing sur la table et il a dit, j'en ai marre d'entendre que mon métier est pénible, c'est le métier que j'ai choisi, j'aime mon métier. Et vous, votre métier, c'est pas pénible, vous les fonctionnaires, Et en fait, je pense qu'on a besoin de transformer la vision de ces métiers, c'est essentiel. Mais les jeunes, ils le font par eux-mêmes. Ça veut dire que les jeunes, ils sont attirés par la pierre, par ces métiers qui sont assez nobles, finalement. Donc, ce travail, l'Obamac, beaucoup d'actions. Il y a l'école de Midales qui travaille sur une thèse de doctorat sur la résistance de la pierre calcaire, par exemple, contre les gels. Il y a les PNR, le Grand Coast, le Mont d'Ardèche et le Coast de Quercy, qui travaillent sur différents aspects de la pierre sèche et les ouvertures de micro-carrières pour l'approvisionnement en pierre locale. ABPS, qui a beaucoup d'actions sur les chantiers de référence pour les règles professionnelles, sur les outils de communication, de sensibilisation, sur les référentiels innovants pour, par exemple, créer des référentiels de formateurs ou d'experts en pierre sèche. On co-coordonne le projet avec le Parc national des Cévennes, qui également va porter un colloque national le 4-5 avril 2019. Donc vous êtes tous invités à venir. Voilà, je pourrais parler les heures, mais voilà, je m'arrête là. Non, c'est très bien, vous êtes passionné, c'est ce qu'on attendait de vous. En un mot, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre action, dans votre activité? C'est de convaincre les donneurs d'ordre? Non, finalement pas. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Je pense que petit à petit, les Parce qu'on a la d'ordre, sensibilisation. Oui, voilà. il y a beaucoup de gens qui agissent sur ces questions, qui soient des chambres de métiers, ou les CAE, ou certains architectes ou paysagistes conseils, ils sont très sensibles et travaillent de façon, certains élus aussi. Donc je pense que petit à petit, ça vient. Moi, je dirais, ce qui est difficile, c'est le réseau, en fait. Et là, je reviens sur ce que vous avez dit. Un réseau, c'est formidable. C'est vraiment dynamique et très intéressant, mais il faut que tout le monde travaille un peu, qu'il y ait une sorte de base de confiance et de communication dès le départ, et qu'on ne grille pas des étapes. Il faut qu'il y ait vraiment une charte presque de bonne conduite éthique qui lie les personnes dans un réseau. Et souvent, c'est les questions de communication qui font défaut à ça. Et je trouve que rien n'est... Et c'est très important de travailler ensemble vers le même but. Voilà. Donc ça, le réseau, c'est une force, ça peut être une faiblesse. Et il faut être très vigilant sur les notions de réseau. Les artisans eux-mêmes, qui sont très indépendants, ont du mal parfois à travailler en réseau. Et c'est à travers cette mise en confiance et ce partage d'éthique que ça peut se faire.
Mais c'est un travail. L'ingénierie liée à ça, l'accompagnement de projet, c'est un travail. Merci, Cathy. Michel Manville, vous nous dites, enfin je ne sais pas ce que vous allez nous dire, mais vous allez peut-être nous dire que depuis que l'Europe a inventé le terme paysage au XVIe siècle, on est rentré dans un immobilisme total. Alors, j'arrive tout d'abord, je voudrais répondre au président des Nouvelles Ruralités quand il disait que le petit patrimoine avait guère droit de citer ce patrimoine vernaculaire de pays et que le grand patrimoine s'exonérait un peu de la norme. Avec le sénateur Jean-Jacques Lozach, donc, nous avons mis en place depuis 2001 une politique patrimoniale justement qui repose sur le patrimoine vernaculaire. Donc il y a eu tout un inventaire, une mobilisation de tous les maires, des populations, alors que le grand patrimoine, lui, il est de type plutôt régalien, les églises, les châteaux, etc. Donc, lui est contraint par la norme, hein, c'est les monuments historiques. Et cette politique du patrimoine vernaculaire a conduit à se rendre compte que le paysage était profondément intégré à ce petit patrimoine. Profondément intégré. Donc le président Lozach m'a demandé d'élaborer une vraie stratégie paysagère en complément de tout ce qui pouvait être construit, même si le paysage est construit. Hein, le paysage est une construction humaine, c'est un fait anthropique. Mais donc, c'est de rentrer par le biais du patrimoine vernaculaire sur le paysage, en fin de compte, qui serait un écrin et qui répondrait à une dimension culturelle de la société villageoise, puisque nous, tout est structuré autour du village dans la Creuse. Donc, je suis universitaire aussi depuis très longue date. Je donne des cours aux 5e année en géographie à Clermont et aux 3e année à Limoges. Et beaucoup d'étudiants étrangers sont présents. Des Japonais, des Iraniens, des Chinois, avec toutes les difficultés souvent de compréhension. Hein, parce que moi j'ai une étudiante chinoise, il a fallu que j'explique dans le détail même les mots. Et je me suis rendu compte que la notion de paysage était chez eux totalement différente que chez nous. Bon, si je vous interroge un à un, vous avez tous votre perception du paysage. Un ethnologue connu dans le Limousin, Maurice Robert, me disait son paysage, c'était le paysage de son enfance, il a plus de 80 ans aujourd'hui, c'était le chemin où il menait l'âne de son grand-père, la serve, c'est-à-dire la pêcherie qui irriguait les champs contre le gros chêne sous lequel son grand-père se reposait, c'est son paysage. Et vous avez tous une notion de paysage. Mais alors ça, c'est extrêmement intéressant, évidemment. Hein, ça. Mais je m'attache, et c'est là où je vais poser la question, qu'est-ce que le paysage dans une langue pensée européenne et qu'est-ce qu'un paysage dans une langue pensée, par exemple, chinoise? L'un et l'autre ne sont pas forcément compatibles. Alors, Jean-Yves, vous disiez que depuis que l'Europe a inventé le terme de paysage au milieu du XVIe siècle. Avant, on ne parle que de proto-paysage. Ce n'est pas le paysage en lui-même. Donc, il a été inventé au milieu du XVIe siècle et sa définition n'a pas progressé. C'est ça qui m'étonne. Alors, on va pouvoir... Il y a des milliers de livres qui ont paru sur le paysage, tout le monde en dit quelque chose, mais attachons-nous à l'essence même de cette notion de paysage. Elle est même demeurée dans un étrange immobilisme. En effet, si on considère sa formulation la plus récente dans le Robert, j'en ai acheté un là il y a 3 semaines, le paysage est dit la partie d'un pays que
que la nature présente à un observateur. Or, cette définition ne fait que reprendre celle donnée au départ du mot il y a 4 siècles. Le paysage est une étendue ou partie de pays telle qu'elle s'offre à la vue. Elle est l'aspect d'un pays, résumé le dictionnaire de Furetière en 1690. Le territoire qui s'étend jusqu'où la vue peut porter. Alors, je me demanderai donc, un peu plus soupçonneux, je suis assez soupçonneux là-dessus, sur ces définitions, si nous ne sommes pas partis d'une mauvaise définition du paysage en Europe. D'une définition, en tout cas, qui a brimé, contraint, meurtri peut-être ce possible qu'il est, le paysage. Si nous ne sommes pas partis d'une définition du paysage dont le tort n'est pas tant d'être partielle et restrictive que de relever de choix implicites qui, faisant système, d'ailleurs j'insiste, et du fait même de leur cohérence, vont grever le déploiement de sa pensée, de la pensée du paysage. Et je voudrais souligner avec vous que partout en Europe, le terme paysage dérive de pays et il se retrouve d'une langue à l'autre et la composition du mot, ici et là, reste la même. Comme s'il n'y avait pas d'autre départ possible à la notion de paysage, que nous n'imaginions pas pouvoir sortir de ce sémantisme. Dans les langues du Nord, c'est le Land, Landschaft en allemand, Landscape en anglais. Mais faudrait-il citer le flamand, s'il est vrai que le paysage s'y serait inventé, Landschaft, pas Landschaft, Landschaft. Ou dans les langues du Sud, paesaggio, on dit en italien, paesare, dit l'espagnol. Il y a bien là terme européen, c'est-à-dire définissant une géographie théorique de l'Europe, ou je dirais faisant Europe. Le paysage fait Europe. Et plus encore d'importance, en Europe en tout cas, c'est que le paysage se soit d'abord nommé en rapport à la peinture qui en a porté la pensée en Europe. C'est la peinture qui va porter la pensée du paysage en Europe. Car si le paysage n'est naturel qu'au prix d'un artifice permanent, pour le philosophe Alain Roger de Clermont-Ferrand, la nature est indéterminée et ne reçoit ses déterminations que de l'art. C'est sa théorie. Le philosophe, il a une théorie, je m'appuie dessus pour dire qu'en somme, l'art, si on le suit, serait une marque qui intégrerait un élément abstrait, la toile, procédant du même coup au processus d'artialisation du pays en paysage. Et je voudrais terminer juste ce préliminaire pour vous dire qu'il y a comme un triangle théorique sur lequel la pensée du paysage en Europe s'est juchée, dont il faudrait mesurer d'ailleurs l'incidence sur sa conception même. 1. Le paysage a été conçu en Europe à l'aune du rapport partie-tout. Le paysage est une portion de pays. Dans quelle mesure notre pensée du paysage ne reste-t-elle pas affectée par cette dépendance vis-à-vis d'un tout dont on sait, sans le voir, qu'il déborde par principe cette partie limitée qui devient de ce fait un paysage. C'est le cadre du tableau, si vous voulez. Deuxièmement, le paysage s'est couché d'emblée en Europe et sans qu'on perçoive à cela la moindre résistance sous le primat de la perception visuelle. Tout à l'heure, Martin Vanier, tout le monde disait « je regarde, le regard, la vue, etc. »
nous avons là le primat de la perception visuelle et on en est tous victimes, si on peut dire. Comme il est défini habituellement, le paysage s'offre à la vue, dépend d'un point de vue, spectaculum, dit Pétrarque, du haut du Ventoux, déjà. Et n'est-il pas temps de secouer cette évidence du visuel et de son monopole et d'en libérer le paysage? Car est-ce bien par la vue, sous le regard et sa domination, au moyen de sa seule prospection, que nous accédons au paysage, que nous en touchons la ressource? Point d'interrogation. Troisièmement, et on ne pourra méconnaître, enfin, que le si puissant rapport sujet-objet a structuré également, ou plutôt initialement, la pensée du paysage à ses débuts dans l'Europe renaissante, de pair avec l'essor de la science et son nouveau dispositif. Il y a l'observateur d'un côté, la nature de l'autre, et les deux sont à part l'un de l'autre, institués en vis-à-vis. Notre pensée du paysage, autrement dit, s'est trouvée pliée dans le couplage sujet-objet, fondateur de la connaissance dont l'Europe moderne a tiré sa puissance. Or, de ce pli, n'a-t-elle pas eu ensuite tant de mal à sortir? Notre pensée du paysage, aujourd'hui, peut-elle espérer l'effacer? Il y a d'autres manières, et ça c'est l'expérience que j'ai faite avec les Chinois et les Japonais, de trouver un équivalent vraisemblable de l'espace dans lequel vivent les hommes. S'il est admis actuellement que le paysage est né en Chine il y a plus de 1500 ans, c'est qu'elle offre un bel exemple avec le shan shui, c'est-à-dire le paysage en chinois, théorisé dès le 5e siècle sous les 6 dynasties par Zongbing, c'est-à-dire entre 450 et 530. Donc il y a une autre façon de voir le paysage. C'est un paysage littéraire et pictural, non urbain, agrémenté d'inscriptions calligraphiques. Cette forme d'inspection graphique à contenu littéraire a servi de modèle aux jardins chinois, qui étaient, ces jardins chinois, tous calligraphiés. Et en nommant le paysage, littéralement, le shan shui, c'est montagne haut, la Chine, je le rappelle, est la première civilisation à avoir pensé le paysage, et nous sort puissamment des partis pris occidentaux. Elle nous sort puissamment de ces partis pris occidentaux. Elle dit la corrélation du haut et du bas, de l'immobile et du mouvant, de ce qui a forme et de ce qui est sans forme, ou encore de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Et là, il serait utile de rapprocher très fortement Zongbing de saint Augustin. En effet, pour saint Augustin, notre intérieur est habité par Dieu, dans ce qu'Augustin appelle memoria, qui plus tard va devenir notre conscience. Manes in memoria mea domine, tu demeures en ma conscience, Seigneur. Dans cette conversion du regard des beautés du monde vers celle plus haute de la conscience réside, pour moi, la principale des raisons pour lesquelles la chrétienté n'a pas découvert le paysage avant la Renaissance. Les Romains avaient, eux, le goût déjà des beaux sites, mais n'avaient pas des mots pour dire le paysage. Ils n'ont pas eu de théoriciens comme les Chinois et Zongbing pour dire ce qu'était le paysage, et les Grecs, pareil. Donc, la pensée chinoise serait peut-être mieux équipée pour concevoir le paysage, car elle est passée également à côté de la rupture et de sa catégorisation sujet-objet. Donc, je veux dire qu'on a tout un effort à faire de redéfinition du paysage. Et donc, avec le sénateur Lozach, on avait imaginé une nouvelle conception du paysage qu'on appelait
géopaysage. Le géopaysage avec des ateliers sur la haute vallée du Taurion, de la Creuse, du Cher, et qui nous permettait d'accéder à une conception paysagère qui prenait globalement toute l'histoire du paysage, qu'elle soit par la palynologie, hein, le CNRS auquel j'appartiens, donc on travaille beaucoup là-dessus, les systèmes agro-pastoraux, mais aussi la sociologie, l'anthropologie, etc. On a, hélas, bon, Jean-Jacques est parti il y a 3 ans, et on n'a pas eu le temps de mettre vraiment, il nous aurait fallu quelques années de plus, en place cette nouvelle politique dans une conception différente du paysage qui était aussi bien occidentale et en train de faire un peu le pont avec celle de la littérature chinoise, la conception du paysage chinois, qui permet d'avoir une toute autre approche d'un paysage qui répond mieux à des problématiques aujourd'hui dont on sent bien qu'elles se saisissent. Merci Michel pour ce cours qui associe l'architecture mais également la philo. Si je vous dis, mais alors très modestement, en journaliste et peut-être en tapant à côté de la plaque, le paysage c'est un point de vue. Le paysage c'est une pensée globale. Alors, chez nous, ça reste un point de vue. On le voit bien, dans tous les collègues qui en parlaient ce matin, c'est toujours dans le rapport sujet-objet. Je le redis, Jean-Yves, tout le temps. La pensée chinoise fait place à la connivence. Quand il a fallu rendre compte de la théorie de la connaissance en Chine au XIXe siècle, les jésuites, quand ils ont voulu faire traduire sujet-objet, les Chinois ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. C'est parce que leur sémantisme est indécrottable de la notion d'origine, c'est-à-dire accueillant, accueilli. Ça n'a rien à voir avec le sujet-objet. On fait place en Chine à la connivence, alors qu'ici, on fait place... Alors, je sais de quoi je parle, parce que je suis géographe, comme Martin, donc, et en plus géographe physicien. Donc, je regarde les choses en les analysant, chimiquement, tout... Là, je suis en plein dans cette pensée occidentale. Mais il existe autre chose. Et cette autre chose, c'est les civilisations extrêmes orientales qui nous le montrent. Donc là, on a une pensée de connivence. Un célèbre Liu Yongjin, un célèbre lettré des Tang, au IXe siècle, disait on commence à couper, à élaguer des arbres, de là naît un paysage, et c'est allongé, et non pas dans la position debout du stratège observateur, que les choses vont se faire. Et qu'est-ce qu'on va contempler? On va contempler la hauteur de la montagne, les nuages qui passent, on va écouter l'eau qui coule, les ébats des animaux, etc. Donc on est complètement sur une autre notion. Et Gilles Clément, qui est un paysagiste réputé mondialement, il y a une maison en Creuse, je précise, dans le Salon des Berces, dans son livre, il dit qu'il a fait un peu la natte de Liu Yongjin, c'est-à-dire en mettant un matelas par terre et en essayant de percevoir le paysage complètement différemment. Mais est-ce que c'est parce que c'est l'homme et les femmes, évidemment, avec leur paysage, c'est les constructions, comme on a parlé des arbres têtards et la vision des néo-ruraux sur ça, évidemment, ou l'économie circulaire liée à l'approvisionnement en pierre locale qui construit un paysage et le besoin de ça, les dynamiques autour de ça qu'on avait un petit peu perdu et qui revient un peu aujourd'hui. Enfin, voilà, le paysage de façon théorique, mais ça se traduit comme ça. Mais c'est ça, c'est une construction humaine. Le paysage, c'est ce qu'on appelle, c'est un fait anthropique. C'est pas, la nature n'existe plus maintenant. Il y a peut-être quelques hectares dans le monde. Tout a été anthropisé. C'est pas, c'est un rêve de dire la nature. Alors, je répondrai juste à Bernard Farinelli pour lui dire que pourquoi aujourd'hui on revient tant vers la nature. Pourquoi? C'est la campagne. Mais je crois que là aussi, il faut qu'on fasse
un détour par l'histoire. La philosophie, certainement, elle nous apprend beaucoup de choses. Mais Hésiode, avec le mythe de l'âge d'or, qu'est-ce qu'il disait? C'est la Génésis, c'est-à-dire toute société humaine essaye de revenir à un état d'indistinction, à une existence justement avant qu'elle n'existe, c'est-à-dire avant le travail dans la Cora maternelle. Hein, c'est cet état d'indistinction qui fait que la nature va représenter ça. Et chez les Chinois, il y a un terme extrêmement évocateur, c'est le datong, c'est le grand même. C'est le grand même. Et ce grand même, vous allez le retrouver aussi dans l'histoire de l'art avec Jérôme Bosch, avec le Jardin des Délices, peint en 1503, où il montre une humanité d'avant le déluge, extrêmement heureuse. Je ne sais pas si vous avez tous le Jardin des Délices dans la tête, où les hommes et femmes sont nus, sortent de grottes, ça aussi c'est bien évocateur, des œufs, ils nourrissent des monstres qui ont perdu leur caractère inquiétant, les monstres les nourrissent, enfin c'est la félicité, c'est-à-dire que tout vient, c'est un mythe de l'âge d'or, hein, c'est le grand même, et c'est pour ça que la nature nous intéresse tant. Mais plus elle nous intéresse, plus on va y habiter, plus on construit des routes, plus on va se déplacer avec des camions tournés, avec des 4x4, etc. Et plus on la tue aussi également. Donc c'est très ambivalent. Bien, merci Michel. À ce stade, on a besoin de vous, Martin. Je regardais la mine de Jean-Yves. On me dit, tiens, comment il va rebondir. Non, mais en dépit des apparences, je suis sûr que vous partagez ce point de vue. Il y a un lien très fort entre ce que dit Michel Manville et les deux exposés précédents de nos collègues. Parce qu'en gros, il a dit qu'il faut libérer le paysage du monopole du visuel. Mais ni Sylvie ni Cathy n'étaient vraiment encombrés par ce monopole du visuel, parce qu'elles nous ont montré comment le paysage, ou en tout cas ceux qui y concourent, des éléments de paysage, etc., elles le saisissaient à travers des techniques. Alors une technique de coupe, si j'ai bien compris, parce que je n'y connaissais rien du tout et j'ai tout appris du côté de Sylvie, une technique d'assemblage, une technique de construction du côté de Cathy. Et donc à les entendre, je prenais conscience, comme vous tous sans doute, que le paysage est une technique, ou plus exactement, le paysage est ce qui dépose visuellement des techniques. Et donc, effectivement, on est assez loin de ce que tu viens de dénoncer, Michel, en appelant une sorte d'émancipation dans ce rapport de l'observateur et puis de ce qui est extérieur à lui. Enfin, moi, je ne refais pas du Augustin Berg, parce que je crois que c'est un mélange de Augustin Berg et de François Julien. Et François Julien est très fortement présent dans nos pensées contemporaines, c'est pas par hasard. Si on l'entend ici ou là. Et donc, pour aller un coup plus loin, parce que donc, finalement, vous dites la même chose, mais l'un avec une entrée très épistémologique et théorique, et l'autre avec les autres avec des expériences de terrain et des pratiques professionnelles. Et alors, ça m'a amené à répondre sur l'intervention de M. Pell tout à l'heure, parce qu'il mettait un peu aussi en garde contre ce poids hégémonique des politiques publiques au sein desquelles se cachait le diable. Enfin, c'était une belle expression de dire le diable se cache dans les détails, et les politiques publiques. Moi, j'aime beaucoup les séminaires, parce que je note toujours un tas de petites phrases comme ça. J'ai noté aussi « Où est ma trogne ?» sur smartphone. Ça, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a des chocs comme ça. Au-delà des politiques publiques, il y a dans les nouvelles ruralités le champ social des compétences. On voit qu'effectivement, la question, c'est comment on redépose des compétences, comment on en fait un champ social. Un champ social, ça veut dire, hein, la Bourdieu, comment les compétences sont identifiées comme une sorte de capital collectif qu'il faut alimenter, dans lesquels il faut se reconnaître, dans lesquels il y a des rapports sociaux forcément un peu compliqués, mais enfin bon, voilà, ça fait un champ social. Les ressources, les compétences font un champ social. Alors, les compétences sur comment on taille un être, les compétences sur comment on monte des murs, etc., etc. Et donc, cette façon de dire finalement les nouvelles ruralités, bien sûr, c'est un objet de politique publique. Pas mal aussi. Le bocage, quel ministère? Ça fait un peu penser à
comment il s'appelait, ce ministre des Affaires étrangères américain, enfin peu importe, quel numéro de téléphone. Oui, non, c'était De Gaulle celui-là, mais c'était Kissinger. Oui, c'est ça, Kissinger. L'Europe, quel numéro de téléphone. Le bocage, quel ministère. On se demande si c'est pas une bonne nouvelle qu'il n'ait pas de ministère. Puis finalement, on comprend ce que vous voulez dire quand même, qu'effectivement, il faudrait que ce soit un objet de politique publique. Mais au-delà de ce saisissement, et je pense que l'association qui nous réunit est très attentive à être porteuse d'un discours politique identifiable par les politiques publiques. Voilà, pour être entendu, il faut faire un peu de lobby aussi. Enfin, il y a eu pas mal d'appels d'ailleurs. Et ben, il y a le fait que vous êtes aussi dépositaire d'un champ social. Voilà, que s'expriment ici des individus, des personnes et des expériences professionnelles qui viennent déposer cette lente recapitalisation des compétences dans la ruralité, qui avait été dénié de ses capacités à les sédimenter, quoi. La compétence, c'est ailleurs. C'est dans les lieux de formation, c'est dans la ville, etc. Les compétences partent comme dans des bassins versants. Elles coulent de l'amont à l'aval, de la campagne aux villes. Et puis tout d'un coup, on se dit, ah non, tiens, elles remontent, hein, comme les saumons. Et donc, elles viennent recapitaliser des savoir-faire. Et ces savoir-faire, ils font quoi? Ils font du paysage et ils rendent le territoire habitable. Donc tout ça est profondément sociologique, même si on peut le dire avec Michel d'une façon beaucoup plus philosophique et fondamentale. Et j'oubliais dans le vin Berck, Julien, mais évidemment Gilles Clément et le Vallon des Berces, parce qu'il ne fait que raconter comment il construit sa maison, le fameux paysagiste. Il n'a jamais un mot sur le paysage en tant que tel, comme objet extérieur, etc. Et c'est une merveille, ce bouquin, c'est une pure merveille, parce qu'on se rend compte qu'il est en train de le fabriquer, quoi. Et uniquement par des solutions techniques, et toutes très pragmatiques, très profanes. Il n'y a pas beaucoup de matériel, il n'a pas beaucoup de sous, il doit en avoir un peu, mais bon. Il fait une maison très très simple, en cherchant constamment. Moi, ça m'a fait penser à un autre bouquin, les pierres sauvages, là, du grand architecte de la reconstruction, dont le nom m'échappe, mais que vous connaissez tous. Merci, Pouillon. Un autre livre merveilleux où on voit fabriquer aussi le paysage de l'abbaye médiévale au Xe siècle. Bon, voilà, moi c'est ça que j'ai retenu sur le lien entre paysage, habité, compétences, technicité, et puis autour de tout ça, le champ social de cette nouvelle ruralité dont finalement on ne fait que parler ici par des bouts et par d'autres. Il y a juste un ou deux petits trucs que j'ai pas tout compris, Michel. Vous nous dites le paysage s'est penché rapidement en Europe sous la force de la perception visuelle. Oui. Et ça, c'est vraiment ce qui distingue la pensée européenne d'une pensée orientale. C'est surtout le couple sujet-objet qui le différencie. La vision, ils l'ont. Enfin, bien sûr, on accède en premier comme ça, mais c'est pas du tout le plus important pour la langue pensée chinoise. Pas du tout. Nous, parce que c'est d'abord, c'est venu avec le couple sujet-objet, c'est-à-dire vous regardez. Sans arrêt, on regarde. Et alors, c'est cette primauté du regard qui fait, et de l'analyse, de l'objectivité, de la neutralité, alors que chez les Chinois, ça n'existe pas du tout. C'est pas la neutralité, c'est la connivence. Ça n'a rien à voir. Donc, on a... alors, je ne dis pas qu'il faut d'un seul coup mettre un trait sur la pensée occidentale, c'est pas ça du tout. Mais au moins prendre en compte, et c'est un grand lecteur de Berck, Gilles Clément. On est tous géographes là, lecteurs de Berck, de Julien aussi. Plein de gens commencent à réfléchir sur de nouvelles interpellations du paysage. Et c'est la peinture qui a... Vous savez, Oscar Wilde disait des brouillards de Londres, ça n'existait pas avant Turner. C'est parce qu'il l'a fait. Il l'a peint avec cette peinture qui lui est si spécifique que les gens ont pris pris conscience qu'il y avait un brouillard. C'est-à-dire que si la nature est indéterminée, elle reçoit ses déterminations de l'art. C'est ce que dit Alain Roger, en tout cas. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et dans nos pratiques paysagères, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas avec le président Lozach, c'est de définir une nouvelle conception qui soit, je dirais, un peu œcuménique du paysage pour pouvoir faire pont et sens dans les pratiques d'aujourd'hui.
tu vois, qui sont des pratiques sociales de plus en plus fortes, en tout cas du paysage. Cathy. Oui, j'avais juste besoin de rebondir un peu ce que vous dites parce que nous, on a vu, en fait, on reçoit sur le site de l'école de l'Espinasse depuis quelques années des grandes écoles d'architecture, des paysagismes conseils de Blois, de Versailles, enfin de Montpellier. Et les étudiants en deuxième année, ça fait juste 2 ans qu'on pratique ça, mais ponctuellement, on a compris que dans beaucoup d'écoles d'architecture ou de paysagisme, donc c'est les futurs prescripteurs de demain, c'est des personnes qui sont très théoriques, qui ont une vision de paysage, ou de bâtiment, mais en fait, ils ne touchent pas les choses, ils sont en cours. Et on a vu, même avec 3 heures d'atelier avec des pierres, avec des architectes ou des paysagistes, les étudiants, ça transforme leur vision parce qu'il y a justement ces notions de sujet-objet, regard au faire, et je pense que c'est fondamental, et ça c'est peut-être quelque chose qui peut être travaillé pour l'avenir aussi, c'est les mises en œuvre d'ateliers pratiques dans les grandes écoles, parce qu'on renforce en permanence cette absence dans le... Cathy, vous avez complètement raison. Et là, je reviens avec ce qu'on voulait faire sur ces géopaysages. C'était des ateliers géopaysages, c'est-à-dire où il y aurait des pratiques universitaires, des pratiques sociales des gens qui vivent ici. Encore une fois, hélas, on n'a pas eu le temps de le réaliser, mais on avait dans la Creuse une production d'un nouveau type de paysage à partir d'ateliers. Oui, vous avez complètement raison. Ça change le regard, en fait. Absolument, mais c'était ça qu'on Mais voulait réaliser. franchement, Michel, ça vous fait un peu sourire quand des profanes comme nous tentent de réfléchir ou veulent réfléchir au plus beau des paysages, au meilleur paysage idéal dans le meilleur des mondes? Alors, je reviens, ça c'est notre conception occidentale, encore une fois. C'est bien sûr le beau site, enfin il y a plein de beaux sites, hein, voilà, mais c'est le beau site, c'est une valeur esthétique, enfin, ça m'amènerait, là je pourrais parler donc des heures, il y a une espèce de chronogénèse du paysage.